Ça va rocker aujourd'hui, ça va chanter. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Notre invité aujourd'hui c'est Adeline Tognuti. Bonjour, merci d'être avec nous. Hein, la lienne dans ma singer. oui, absolument. La hyène, mais pas que. Prof de chant de la Starac. Et puis on va vous retrouver sur TF1 ce soir pour une famille en or spéciale Starac. Alors c'est sympa parce qu'on va retrouver Armand Altaï, on va retrouver des visages connus de la Starac, évidemment, qui vont jouer le retour d'une famille en or. C'est à 23h10 après Koh-Lanta. 23h10, donc on va en parler. On va parler évidemment de votre prestation remarquée dans Masked Singer et puis de votre nouvel album qui s'appelle Rousse, voilà. Et le single Vivre qu'on va réécouter dans un instant. Il y aura aussi un concert à l'Européen le 11 juin. Beaucoup d'actualités. On est ravis de vous recevoir. Il y a quelques de l'actualité en fait. Les gagnants, Alisha et les autres chanteurs, ils ont disparu. Mais je crois qu'ils travaillent, ils sont en studio. Alisha est en studio. Oui, mais vous, comment ça se fait que vous êtes avant tous les autres? Moi, je suis une hyperactive, moi. Je fais 3 vies en une, c'est ça la réponse. Un peu comme tout le monde ici. ici. On est d'accord que la promotion, on n'en entend plus parler de... Mais ils sont en train de bosser, je pense. Il y a Léa qui a sorti un clip il n'y a pas longtemps. Bah ouais, mais ça marche pas. Ah si, ça marche. Il y a que vous qui marche. Oh. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Les fusillades et les règlements de compte s'enchaînent à Marseille, ça défouraille à tout va. Mais pour le journaliste spécialiste de justice Jean-Michel Decugis, le plus inquiétant, c'est que n'importe quel jeune se met à être violent à Marseille. Il était dans cet avou. Avant, si vous voulez, les voyous, ils étaient connus parce qu'ils faisaient carrière. Vous voyez, là, aujourd'hui, ils sortent de nulle part, ces gamins. Du jour au lendemain, ils sont au pied de l'immeuble, ils décident le matin pour le soir d'aller faire un braquage ou tuer quelqu'un. C'est ça la réalité. Ils sont pas connus. On n'a pas le temps de les connaître. Ils passent de l'adolescence à l'âge adulte en devenant des tueurs, ou en devenant des braqueurs, ou en devenant des dealers. Et donc, c'est très compliqué de les connaître pour les forces de police. Et oui, ce week-end, vous y étiez. Peut-être, c'était le Technival, non? C'est pas votre truc qui a défrayé la chronique. Alors forcément, pour les chaînes info, ils ont dû apprendre des nouveaux mots comme teuffer. Et bien sûr, évidemment, Valérie, qu'est-ce qu'a râlé Papy Pro, il a râlé contre le Technival sur cette jeunesse décadente. Le Technival a passionné nos JT ce week-end. C'est donc un grand rassemblement de fêtards qui sème la discorde. Au moins 20 000 amateurs de musique techno. Des milliers de fêtards occupent un terrain privé. Ah oui, avec des mots qu'ils ne prononcent jamais. Une gigantesque rave party non autorisée. Aux dizaines de milliers de tuffers. Ou les derniers tuffers. Le Technival, c'est Pascal Pro et c'est Teuffer qui en parlent le mieux. Le risque est grand qu'il y ait du grabuge. C'était interdit. Personne n'est intervenu. C'est comme la ZAD. On paye déjà, pardon. Là, vous avez la France. Parce que, bon, bref, bien sûr. C'est extraordinaire. Mais oui, parce qu'on peut rien faire. On parlait de la drogue tout à l'heure. Ras-le-bol. En fait, c'est une société qui est en déliquescence. Ah bah ouais, mais tous grabuge. Voilà, c'est la techno. Voilà. Vous avez fait des fêtes décadentes, vous? Non, mais par contre, je prépare un remix d'Eyman qui est assez, peut-être un peu décadent. Ah bon? Ah oui? Très électro. Ouais. Ah oui? Ouais, non, mais pour ce genre d'événement. C'est vrai pour Vous y participez de temps en temps? Vous êtes invité ou pas? Ah non, mais j'aimerais bien, j'aime bien l'électro et tout ça, ouais. Bon, Gilles? Connaissez-vous la bichectomie, Valérie? Non. La bichectomie, alors c'est le nouveau truc à la mode des influenceuses, se faire creuser les joues. Ce qui va être à la mode, c'est avoir les joues tout creusées comme ça. Oui. Alors ils se font des injections dans les joues pour qu'elles se creusent. Et alors évidemment, maintenant en banlieue, on trouve des appartements dans lesquels on peut faire de la bichectomie. Et c'était un reportage de 66 minutes sur M6. L'injectrice nous reçoit chez elle, à l'arrière de son salon, où elle a installé un cabinet de consultation plutôt sommaire. Elle tient à nous rassurer tout de suite. D'après sa clientèle, elle serait plus efficace que certains professionnels. On m'a dit que comme quoi vaut mieux venir chez moi que aller chez les médecins. J'ai déjà eu des clients qui ont des problèmes avec des chirurgiens et pas avec les esthéticiens, enfin les gens comme moi, on va dire. Et ça fait longtemps que tu fais ça? 6 ans. Ah ouais? Nous voulons en savoir plus sur ces prestations. Ouais. Partout. Je cherche un peu une alternative en fait à la bichectomie pour pouvoir creuser un peu et affiner mes joues. En fait, elle a déjà des joues, je vais injecter à peu près par cette partie-là pour monter un petit peu et faire le creux ici.
Incroyable, c'est inquiétant. On va être comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Vous faites pas d'injection pour l'instant Non. Pourquoi Non, pas du tout. Entièrement refaite. Voilà, vous êtes la spécialiste de la voix, je l'ai pensé pour vous. Alors, vous devriez être passionné par l'essai du docteur ORL, Jean Abitbol, qui a sorti un essai sur le pouvoir de la voix. Et il explique dans son étude que les politiques qui poussent la voix, ça ne sert à rien, parce que quand on crie, on ne convainc pas. Alors, silence! J'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Silence pour la France. La vie ne se résume pas au travail sous prétexte qu'il faut travailler pour vivre, alors que le plus important dans la vie, c'est de vivre. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Je vais crier, mais quel est à ce moment-là le voice code, le code vocal? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de règles particulières. On est dans le heurt, on est dans la fracture, on est dans la violence de la voix. Paradoxalement, on n'écoute même pas les mots. Vous êtes d'accord avec lui? On n'écoute pas les mots quand on crie? Le cri, c'est plutôt l'expression d'une douleur ou d'une peur. C'est une explosion, je dirais. Donc ça soulage la personne qui le fait, mais je suis pas sûre que la personne en face puisse l'entendre. C'est peut-être pas la meilleure manière de communiquer, voilà. Ouais. Je peux dire. Pour vous, j'ai également sorti Pavarotti, évidemment. Oui, mais non, Pavarotti tatoué. Hein. Et ça... C'est quoi Pavarotti tatoué? Excusez-moi, je vous ai calmé. Il s'appelle Zedjun Pavarotti. Vous connaissez pas Zedjun Pavarotti? C'est un jeune auteur, compositeur, interprète. Non, mais il est un peu connu. C'est gonflé de s'appeler comme ça. Bah ouais, Zedjun Pavarotti. Mais c'est son vrai nom? Oui. Alors, non, c'est un pseudonyme. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Il est compositeur-interprète. Il était en live dans Quotidien. Vous allez voir, il y a un côté bébé Brune quand il chante. Oui, c'est vrai. C'est vachement bien. Si vous saviez ce que m'inflige Gilles tous les jours. Vous aimez pas ça? Si, c'est pop. Pas mal, c'est pop. Mais elle s'attendait à Pavarotti. Voilà. Vous auriez pu nous remettre Pavarotti après. Voilà, on peut être un peu déçu quand on attend Pavarotti, non? Qui sont vos inspirations à vous? Qui ont été... Enfin, évidemment, Freddie Mercury. Ah ouais, moi c'est Freddie Mercury, c'est sûr. Toutes les musiques des années 70, moi j'aime beaucoup le rock, etc. Mais après, moi j'aime aussi Céline Dion, j'aime Mylène Farmer, j'aime la musique ethnique. En fait, je pense que la qualité, c'est qu'il faut tout écouter. Et puis j'aime aussi l'opéra, évidemment. Mais j'écoute beaucoup de choses différentes, ça me nourrit beaucoup. Est-ce que Pavarotti ou Céline Dion, ou les gens comme Maria Carey qui sortent du lot, ont des cordes vocales différentes que Monsieur et Madame Tout le Monde, ou est-ce que c'est un talent inné qu'ils ont, ou ils ont quelque chose de formation qui fait que... On pourrait prendre des heures à répondre, mais il faudrait dire, est-ce qu'un chanteur, un grand chanteur se limite à 2 cordes vocales? Je crois pas. Non. Je crois que c'est un corps, c'est de l'émotion, c'est de l'énergie, c'est une aptitude à choper la musique, à la retransmettre. Donc moi je trouve que par exemple que Céline Dion, elle est extrêmement souple dans ses membranes. Elle est très très souple. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Après, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a donné la réponse du secret de ce que c'est qu'un grand performeur, un grand chanteur. Mais voilà, il y a quand même des points communs entre Pavarotti et Céline Dion, etc. Dans des fois la manière d'émettre le son, etc. On peut y voir des choses qu'on retrouve et que j'essaie moi aussi de débusquer pour les enseigner aux chanteurs. Voilà. Bon, par exemple, les abdos, Gilles. Ah bon? Faire des abdos? Oui. Pour avoir. Parce que tu chantes avec le ventre. Ouais, il faut avoir un bon soutien. On chante avec le ventre et pas avec la gorge. Mais alors, Pavarotti? Pavarotti, lui, il a une souplesse. Mais il y a des abdos derrière son ventre, hein? Oui. Ah oui. C'est magnifique. Ouais. C'est quand même autre chose. Moi aussi, j'ai des abdos derrière mon ventre. Bah oui, non, mais c'est. Mais je les cache. Voilà. Alors, on veut voir le Pavarotti tatoué, nous dit un auditeur. Vous allez voir vous allez sur le site de Quotidien, sur le site de Allez, TF1. on se retrouve dans un instant avec Adeline Tognuti pour parler de cette famille en or spéciale Starac et puis de votre carrière, de votre album. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. L'invité du jour.
Maxime Tonucci qui est notre invité ce matin. Vous l'aurez évidemment reconnu. Eman, voilà. Et vous préparez une version, vous nous disiez pendant la pub, électro. Oui, elle est prête. Hein, on la diffusera bientôt. Je pense à. Moi je voulais que vous nous racontiez votre histoire en fait. Donc on vous a découverte dans la Starac, remplacement d'Armande Altaï. Vous étiez la prof de chant. Vous êtes devenue chanteuse comment? Et puis surtout cet accident qui vous a touché, qui a touché vos cordes vocales et qui a bouleversé votre carrière. Alors moi j'étais donc fan de rock, etc. Mais ma carrière s'est plutôt dirigée vers de l'opéra. Et puis donc j'étais un jeune talent de l'opéra. Et puis je suis rentrée pour travailler un rôle à la maison, dans une maison de campagne. Et la cheminée était mal installée. Il y avait une fêlure dans le tubage qui a fait fondre les isolants thermiques, pour être précise, les trucs en alu là. Et en fait, il y a eu des émanations toxiques. Et ça m'a brûlé les voies respiratoires. Je me suis réveillée en vomissant du sang. Et je savais pas que c'était si grave à ce moment-là. Bon, vomir du sang, c'est jamais. Mais en fait, on m'a dit que je ne rechanterai plus jamais, que je parlerai toujours comme ça. Et vous voyez, comme quoi il y a de l'espoir dans la vie. Et il existe des petits miracles. À force de travail et d'aider aussi les autres chanteurs, j'ai aidé des centaines de chanteurs, je les ai rééduqués. À force de les rééduquer, je me suis rééduquée moi-même. C'est une histoire particulière. Et c'est ça que je raconte d'ailleurs dans mon spectacle Tel est mon destin. Je parle notamment de ça et où j'y chante Ne me quitte pas. Voilà ce qu'on a vu dans Masked Singer. Et vous ne pensiez pas faire un autre métier? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 8 ans? Vous donniez des cours, mais vous n'avez pas imaginé faire autre chose? Si, au début, j'ai essayé d'être attachée parlementaire. Voilà, mais ça, il faut venir à mon spectacle parce que je raconte de tout ça. Et j'ai même, mais ça a été une grande descente aux enfers. En fait, on s'aperçoit que quand on est handicapé, par exemple, moi, j'avais plus de voix, et on ne trouve pas de travail. Et même caissière, on ne m'a pas prise caissière. Voilà. Donc j'étais au RSA et ça n'allait pas. Et je suis tombée sur un psychiatre qui m'a poussée, qui m'a dit Adeline, vous ne pouvez plus chanter, mais vous avez un vrai talent pour enseigner. J'ai commencé à lui donner des cours et il m'a dit Adeline, il faut monter une école, même si vous êtes muette entre guillemets, vous avez un vrai talent, un vrai savoir, il va falloir vous enseigner. Et en fait, grâce à lui, on a monté le Calip et puis voilà, puis ça a fini à la Starac et puis maintenant j'interviens aussi à l'Opéra de Paris et puis je rechante maintenant. Donc ça veut dire que là, il y a je sais pas, c'est la guérison quoi. Mais je rechante pas de l'opéra. Ce qu'il faut dire, oui, à beaucoup de gens qui sont malades, ayez toujours espoir et n'écoutez pas forcément. Enfin, les médecins ont raison évidemment, mais il y a des choses. Il faut croire en soi. En fait, tant qu'on respire encore, que la vie nous a pas fermé les yeux, il faut quand même continuer de se battre. La Starac, c'est arrivé comment pour vous? C'est un cadeau du ciel un peu. Je faisais partie d'une liste de professeurs et on m'a fait faire le casting qui a duré, je vous avais dit, j'avais dit à Gilles assez longtemps. Et puis finalement, le destin s'est posé sur moi. C'est moi qui ai été choisie. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais j'ai vécu ça. C'est une aventure incroyable et ça m'ouvre. Ça me permet de vous rencontrer, de faire des choses incroyables dans ma vie. Vous allez faire la saison 2? Je sais pas. Je suis encore sur la planète de l'alien, moi. Faut le temps que je revienne quand même. Voilà, mais la saison 2, pour l'instant, vous ne savez pas si vous y êtes. Non, vous ne connaissez pas le corps professeur. Non, c'est un peu tôt pour parler de ça, je ne sais pas. L'alien dans Masked Singer, c'était vous, évidemment. Vous vous êtes évanoui. La première fois qu'on a mis le costume, il manquait des trous dans le masque et je voulais faire la courageuse, vous savez, rester debout et dire tout va bien, faites les mesures et là tout d'un coup Marie-Christelle a dit on doit asseoir l'alien, je crois que l'alien fait un malaise. J'étais là comme ça et donc ils m'ont donné de l'eau, on a retiré le masque et vous savez ce que je me suis dit, t'as signé pour cette émission, mais qu'est-ce que tu vas morfler. Et après ils ont amélioré mon costume, mais le premier essayage, j'ai failli dire que je démissionnais. Et vous avez été aussi dans le premier tableau. Vous avez été mis en hauteur aussi. Oui, c'est un peu moi qui avais poussé à faire ça. J'avais dit que j'étais prête à tout faire, du piano. Il y a que le grand écart que j'ai pas fait. Mais c'est vrai la première fois, il y a un petit problème. Je suis restée suspendue très très haut et à tourner comme une toupie. Et là, j'ai dit, il y a quelqu'un, au secours, aidez-moi. Franchement, j'étais assez courageuse. C'est pas une émission de chochotte. Vous êtes resté coincé en fait. Plusieurs minutes, oui. Et c'est pas un truc de chochotte, quoi. Il y a un cran au-dessus, c'est Fort Boyard, mais Masked Singer, c'est pas vrai que vous faites Fort Boyard cet été. Je reviendrai vous en parler. Vous reviendrez en parler. Et puis ce soir, on va vous retrouver donc dans Une famille en or. Ça c'est détente. Voilà, il y a Armande Altaï qu'on a plaisir à revoir. Vous la connaissiez Je l'ai rencontrée juste avant la Star Academy. J'ai tenu à aller la voir pour parler avec elle. Et elle m'a donné du courage pour l'émission. Elle m'a donné des conseils. Et puis on a un point commun, c'est qu'elle
connaît Nina Hagen et moi j'adore Nina Hagen. D'ailleurs, je chante Nina Hagen dans mon spectacle. C'était mon destin. Non, mais ça c'est Nena. Ah oui, c'est Nena. Nina Hagen. Non, je chante une chanson avec les pieds sur le piano. J'attends toujours que Gilles vienne me voir. Hein. Je continuerai à faire une tournée. Vous serez à l'Européen le 11 juin. On continuera la tournée pour que Gilles vienne. Voilà. Donc une famille en or ce soir, présentée par Camille Combal, et on va retrouver la grande famille de la Star Academy. C'était pour l'association, il faut le rappeler, Grégory Le Marchal. Oui. Absolument. Et on a la bande-annonce. Mardi, la grande famille Star Academy débarque chez Camille Combal. C'est le choc des générations, la famille Starac de 2001 face à la famille Starac 2022. Salut les vieux. On est au château. Pour faire gagner l'association Grégory Le Marchal, Maria Carré tombe amoureuse de Georges Alain. Élèves et professeurs jouent du buzzer et de la voix. Mon rêve vient de devenir réalité. Tu es élève de la Star Academy maintenant. Une famille en or spéciale Star Academy, mardi, juste après Koh-Lanta sur TF1. Voilà, deux générations, presque 20 ans d'écart entre la première Star Academy et la seconde Star Academy. Et puis évidemment, vous. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous retirez de cette Star Academy par rapport aux élèves? Parce qu'on voit que tous ne deviennent pas des stars. Star, c'est un grand concept, hein, c'est une étoile, mais en fait, quand on sort du château, on retourne dans une vraie vie. Le château est une vraie vie, mais c'est des conditions quand même. C'est un peu comme quand vous partez en masterclass avec un maestro, quoi. Je veux dire, on est coupé du monde, on fait que de travailler, puis en sortant, mais après, faut avoir les contacts, il faut travailler. Même si on a les contacts, il faut énormément travailler, et ça prend du temps de faire un artiste. Le chemin n'est pas fini. La Star Academy, c'est un énorme coup de projecteur et en même temps un enseignement d'excellence qu'on reçoit et des opportunités comme chanter sur un prime en live. Oui, vous êtes repérés. Mais même, c'est incroyable, vous vous rendez compte, ils sortent de leur salle de bain, puis ils sont sur un prime avec des stars, donc avec des grands artistes. Voilà. Le star, c'est un petit peu. C'est vrai. Voilà, c'est le paquet cadeau. J'adore les étoiles, moi, mais non, mais j'adore le mot. C'est beau une étoile, mais voilà, c'est un métier aussi d'être artiste. Faut pas oublier. Il y a star et il faut beaucoup travailler. Voilà, c'est ça. Il faut beaucoup travailler. Il y a peu d'élus. C'est un peu ce que dit Gilles. Il y a peu d'élus pour beaucoup de candidats aussi. Oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup de travail. Et quand Yanis Marshall dit que c'était lui la seule star des professeurs et qu'il ne s'entendait pas avec vous, vous le prenez comment? Vous avez vu qu'il avait déclaré ça? Oui. Je sais pas. Parce qu'il est là avec vous ce soir, vous entendez? Oui, toujours les déclarations après tournage pour vous dire des choses. Bon, voilà, moi je... J'en fiche. Ouais, non, mais chacun sa planète, moi j'ai envie de dire. Hein. Et vous moi je suis un alien. Voilà, vous êtes un alien. Vous connaissiez ceux de la première promotion de Star Academy? Je les connaissais dans la télé, quoi. Moi, là, vous les avez rencontrés pour le jeu? Ça m'a fait quelque chose. Et bon, il y avait Lucie que je connais, mais c'est marrant. Puis Alexia Laroche-Joubert, c'est quand même une femme incroyable. Donc c'était assez. C'est vrai qu'elle participe au jeu. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit dans mon équipe là, mais c'était nul qu'on soit les uns contre les autres. En plus, Karima Charny, elle est jamais dans mon équipe. Ça m'énerve. Oui. Qui est en revanche dans les deux Starac. Oui. Mais on a Stéphane qui dit: est-ce que vous seriez prête à faire une école du style Fame ou même une série? Ah ouais, moi j'aimerais trop. Hein. Ah ouais, mais moi j'aime ça, moi. D'ailleurs, je fais souvent des masterclass en été où on enferme, hein, mais je pars avec 8 chanteurs et on leur met 5 coachs à disposition. Je le fais encore cet été. Ah oui? Oui, je fais ça régulièrement. Je le fais en France ou en Italie. Et en fait, on a 5 coachs, on a un masseur, on a une masseuse, des profs avec moi, etc. Et on travaille en immersion. C'est comme la Starac, sauf qu'il n'y a pas de caméra, quoi. Puis il n'y a pas de prime à la fin, il y a un concert. Mais voilà, c'est toujours bien de s'adonner à son art entièrement et d'être contre-artiste. C'est génial. Ce soir, dans l'émission, il y a Marlène Schaff, qui était la répétitrice de l'autre Starac, qui a dit que Lazara, elle ne savait pas chanter. Vous êtes d'accord avec elle? Moi, j'aime pas quand on critique les artistes. Franchement, moi, je trouve que notre rôle, c'est de les défendre, les artistes. Parce que, vous savez, Gilles, c'est très dur de... Non, mais vous pouvez avoir un regard. Vous êtes coach vocal et prof, vous pouvez avoir moi, un je peux regard, lui dire 2-3 petits trucs techniques pour l'aider à être plus à l'aise. Oui, non, mais à tout le monde. Je pourrais même le dire à n'importe qui. C'est mon métier. Moi, je suis à l'Opéra de Paris. Les gars, ils savent chanter. Vous allez à l'opéra, vous dites: ah, le ténor, il est incroyable. Moi, j'aurais 2-3 trucs à lui dire parce que c'est mon métier. Je suis un expert. Et Lazara, vous lui diriez quoi? Je sais pas. Change de métier. Non. Oh là là, Valérie. Vous y mettez alors. Oh là là, tout le monde se lâche sur Lazara. Non, moi, je trouve c'est courageux d'être à l'Eurovision. C'est pas facile. Vous iriez, vous?
Ah bah pourquoi pas, oui. Mais bon, voilà, c'est on a pas la même, candidate. c'est pas la même chaîne. Non, c'est pas la même chaîne. non, mais je trouve que c'est courageux quand même de chanter devant des millions de personnes. En plus, elle était très haute. Moi, je sais que la hauteur, ça me donne le vertige. Moi. C'est vrai, c'est plus compliqué de chanter en hauteur. Ça fait peur. Elle avait pas d'espace pour bouger. Elle a une chanson qui était quand même difficile. Moi, franchement, je salue quand même toutes ses performances. C'est dur d'y aller quand même. Hein. Ouais. Faut y aller, quoi. Alors, vous serez à l'Européen le 11 juin. Il y a votre album qui sort, Rousse, évidemment. Et puis, ce soir, une famille en or spéciale Starac à 23h. C'est un peu tard. C'est un peu tard, mais bon, il y a le replay. Koh-Lanta avant. Absolument. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio.